Questa è una mia teoria, ma è così, quando su base scientifica. Et donc il y a des tests pratiques, donc on peut mettre en route dans des laboratoires, y compris ici, Ovviamente sono dei test che si mettono in piedi, et qui surtout peuvent aider à prévenir les phases irréversibles des maladies chroniques, n'est-ce pas? Che ci aiutano a prevenire le fasi irreversibili delle malattie. Quand le cerveau est détruit dans la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est une maladie qui est longue et il y a des phases au départ qu'on peut détecter et peut-être... Sono delle fasi che si possono trattare con questo. Relativamente a queste nuove concezioni, lei ritiene che potrà essere possibile fare dove si spingono le sue ricerche per trovare nuove conferme? Ces recherches jusqu'à où vont arriver pour trouver pour être confirmées? Nous essayons de faire plusieurs centres dans le monde entier. Cerchiamo di fare parecchi centri nel mondo. Et donc démontrer que ces centres peuvent améliorer par des essais cliniques, n'est-ce pas? Comparer une population, par exemple, comparer une population qui va suivre nos tests régulièrement pendant tous les 6 mois par exemple, et une population qui va ne va pas les suivre et voir le différence. Il s'occupe d'épidémiologie, de mortalité, justement les différences de mortalité et de morbidité dans les deux groupes. La varietà dei centri e la disposizione in tutto il mondo di questi centri può portare anche alla sperimentazione su varie popolazioni e quindi al confronto tra gli effetti. Saranno necessarie nuove tecnologie di indagine? On aura besoin de nouvelles technologies de recherche pour faire ça. Oui, ce sont des nouvelles technologies qui impliquent une collaboration interdisciplinaire. C'est un peu l'idée. Fondate sulla collaborazione interdisciplinare. On va essayer de développer, c'est de permettre à des physiciens, des mathématiciens, des épidémiologistes, des biologistes de collaborer ensemble. Parce qu'il y a des techniques qui sont effectivement nouvelles pour les médecins. Et est-ce que vous croyez qu'ici, il y aura la possibilité, par exemple, d'avoir un laboratoire que vous pourrez, par exemple, vous-même diriger? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ok, merci. Pensate che ci sia la possibilità di costituire qui un laboratorio diretto da voi? È una possibilità. Posso fare una domanda? Il 26 di gennaio ero presente alla conferenza a Roma con l'ordine dei medici di Roma. Ha espresso un concetto per me molto nuovo, che un virus addominale era poi la causa, almeno una delle cause dell'autismo. Devo dire che in prima battuta non ho capito molto, visto che ho l'opportunità a 2 mesi di incontrarlo, se mi può esprimere questo. Un virus, un batterio, non un virus. Ah, un batterio. Au niveau abdominal, qui pourrait être la cause de l'autisme. Un des facteurs. E come si chiama questo batterio? Il a un nom, ce batterio. Oui, il s'appelle Suterella, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Ma non l'ho inventato. C'était Columbia a New York. Era stato già scoperto a New York. Ah, ho capito. Et nous avons appliqué cette connaissance par un test extrêmement sensible et confirmé par la présence de radiations électromagnétiques. Una scoperta su cui bisognava lavorare per capire l'ADN di questa batteria. Per esempio numero l'ADN stessa storia. Ok, c'è spazio per una domanda, mi sembra che... altrimenti c'era una domanda di ordine più generale. Se i batteri in questa nuova visione disegnano un ruolo molto più importante di quanto pensavamo nella vita e nell'evoluzione anche dell'umanità, della razza umana. Le bactérium maintenant devient quelque chose de très plus important qu'avant. Oui, parce qu'il y a de nouvelles technologies qui permettent de montrer que le microbiote de l'intestin joue un rôle très important dans les maladies comme l'obésité, le diabète, sì, les perché cancers. le nuove tecnologie hanno dimostrato che i microorganismi che si trovano nell'intestino sono responsabili di una serie di malattie. Les techniques de séquençage moléculaire permettent d'analyser ce microbiote. Queste nuove tecnologie permettono di en fait qu'il y a une esaminare connexion entre l'intestin et le cerveau et qu'on a même un stabilire il collegamento deuxième cerveau dans l'intestin. Ci
sono nuove scoperte sulla celiachia? Per come? Ci sono nuove scoperte sulla celiachia e sulle sue conseguenze? Sur la celiaquie, il y a des nouvelles. Celiaquie, je ne sais pas comment en français. Celiaquie. La maladie cœliaque, la maladie Oui, oui, c'est ça, cœliaque, c'est ça. oui. Il y a des nouvelles découvertes. C'est un peu dans ce courant-là, effectivement, qu'on peut trouver peut-être dans ces mêmes types de bactéries que dans l'autisme. Può darsi anche lì si possono trovare dei batteri che ne siano C'est responsabili. possible, c'est È possible. possibile. Mais c'est très compliqué parce que si on traite par les antibiotiques, on va déplacer la flore et il faut favoriser les bonnes bactéries et détruire les mauvaises. Et c'est pas évident par des traitements antibiotiques. Purtroppo quando vai a fare un trattamento devi dividere, separare i C'est pour batteri ça que- buoni da quelli non buoni, perché quelli buoni sono C'est pour indispensabili, ça non que puoi ces ammazzarli. traitements doivent être suivis par des tests de laboratoire très précis, n'est-ce pas? Donc il y a absolument Devi farlo con une test di laboratorio collaboration entre le estremamente laboratoire precisi. et le clinicien là-dessus, avant que le clinicien puisse définir les véritables thérapeutiques. Prima che si possano definire Chaque personne est individuelle, différente, n'est-ce pas? C'est un individu différent. ciascuna persona la ha médecine differenti va identità da questo quitter un punto peu di vista. le spectre statistique pour être vraiment personnalisé au patient. n'est-ce pas? Chaque patient est un différent. Fare delle statistiche rende complicato essendo Non molto seulement au niveau diversi génétique, gli individui tra loro. mais au Per cui niveau de qualcosa di sa applicabile a un flore, individuo deve sa essere flore bactérienne, qui dépend de son comportement, de ses alimentations, de sa vie finalement. Et donc chacun doit être étudié. Alors évidemment, c'est apparemment plus coûteux cette médecine, mais à long terme, c'est l'inverse. Actuellement, on dépense des sommes énormes pour maintenir dans des maisons de retraite pendant 10 ans, 15 ans, des malades de maladies chroniques, des cancers, des Alzheimer, etc. Si on prévient ces maladies, si on les empêche justement aux personnes d'aller dans ces maisons de retraite, de faire une vie misérable, on va gagner de l'argent. On gagnera de l'argent pour eux aussi, mais aussi pour la société, pour la sécurité sociale. Dice il professore che attualmente i fondi vengono spesi per costituire centri di cura, di ricovero per persone che poi sono mandate lì a morire, e sì, vengono considerate malati terminali che stanno lì 1, 2, 3 anni senza risolvere il problema 10 qui, e invece quei fondi possono essere molto più utilmente impiegati per prevenire, per fare la prevenzione. E ci sarebbe perfino un utile di tipo economico. Merci beaucoup. Grazie. Vous parlez bien italien. Che caloria. Monsieur le Président, Monsieur le député, Excellences, Mesdames et Messieurs, d'abord je voudrais remercier les organisateurs de l'Euromed de m'avoir invité à cette réunion et j'espère qu'il y aura d'autres rencontres par la suite. Mais aujourd'hui je voudrais simplement introduire un peu le sujet qui nous préoccupe tous, c'est-à-dire pourra-t-on vivre plus longtemps en bonne santé? Pourra-t-on peut-être multiplier par 2 la durée de vie moyenne pour tout le monde, pour toute l'humanité qui est de plus en plus nombreuse? Je crois que pour cela, la médecine, qui a beaucoup déjà fait pour prolonger la vie et guérir beaucoup de maladies au XXe siècle, mais cette médecine est un peu maintenant à une phase où elle a besoin de se renouveler, je pense en tout cas, et en introduisant de nouveaux paradigmes. Et la première vue de cette présentation est de dire qu'il y a peut-être des piliers de cette médecine qui consiste à faire davantage de prévention, d'utiliser beaucoup plus de tests de prédiction, mais aussi de personnaliser la médecine, de l'adapter aux malades et non pas à la maladie, et enfin de continuer ou développer
un dialogue humain entre le médecin et la personne malade. Alors, cette diapositive montre tous les risques qu'il y a actuellement à lutter contre de nouvelles épidémies. Les facteurs d'environnement, bien sûr, ont beaucoup changé depuis quelques décennies. La démographie, la concentration de plus de la moitié de la population mondiale dans les villes, le fait que les facteurs électromagnétiques se développent beaucoup par la communication, qu'il y a des changements climatiques, que les animaux sauvages se rapprochent des régions où vit l'homme, et on peut peut-être penser qu'il y a un déclin du fait de tous ces facteurs de notre système de défense, système immunitaire. Alors cette liste, bien sûr, nous rappelle toutes les grandes maladies chroniques qui nous affectent, pas seulement les épidémies, mais aussi donc les maladies chroniques. Elles ont quand même en commun, souvent, pas toujours, un facteur biochimique qui est le stress oxydatif. Et souvent, ce stress oxydatif, comme je vais vous le montrer, est lié à la présence d'agents infectieux qui s'installent de façon chronique. Alors, il faut aussi noter que beaucoup de facteurs auxquels nous sommes exposés, chacun par lui-même n'est pas très important, mais ils s'ajoutent à d'autres, et notamment dans les cancers, où on est exposé à la pollution chimique, aux radiations, y compris radiations non ionisantes, l'alimentation qui devient de plus en plus industrielle, parfois les exercices physiques trop importants, la fumée, le tabac, l'alcool, et aussi des agents infectieux, le fait que notre système vasculaire a beaucoup de mal à nous suivre dans le vieillissement, les infections parasitaires, bactériennes, virales, tout ceci s'ajoute il y a un problème voilà. Tout ceci s'ajoute pour donner des maladies. Et pour parler du stress oxydant, qui est donc un facteur commun produit par tous ces facteurs de l'environnement, ce stress oxydant, qui est caractérisé par la présence de radicaux libres, de molécules réactives de l'oxygène, entraîne des modifications des graisses, des protéines, et aussi, surtout, de l'ADN, et donc des mutations et des cancers. En plus, ce stress oxydant va diminuer nos défenses immunitaires en faisant une trop grande activation par des facteurs de transcription, des gènes qui sont impliqués dans l'activation des cellules du système immunitaire, des lymphocytes, et ces lymphocytes vont mourir par trop d'activation. Et donc on voit des dysfonctionnements immunitaires et des différences, des faiblesses du système immunitaire vis-à-vis des agents infectieux qui nous attendent. Il faut aussi rappeler que grâce au progrès de la biologie moléculaire, nous commençons à connaître nos gènes, notre génome, et la surprise est que les gènes constituent seulement 3% des gènes qui codent pour des protéines, 3% de l'ensemble de la séquence de l'ADN. Et les autres parties, eh bien souvent ce sont des restes de rétrovirus qui se sont installés dans notre génome depuis des millions d'années, parfois pour le bien et parfois pour le mal. Et donc nous devons savoir que l'activation anormale de ces rétrovirus endogènes, de ces rétrotransposons, peut causer bien des maladies et aussi diminuer nos défenses immunitaires. Il y a également des séquences répétitives qui pour l'instant nous expliquons mal, mais qui sont là
qui persistent dans notre génome depuis des millions d'années. Et donc si elles sont là, c'est qu'elles servent à quelque chose. En face de nous, en face de ce génome humain si complexe, il existe donc un écosystème microbien. Nous sommes entourés de microbes, de bactéries, de virus, à travers notre peau, sur notre peau, mais aussi à travers nos muqueuses. Et cette exposition peut-être est actuellement plus perturbée qu'autrefois, du fait des facteurs d'environnement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut aussi connaître que ces virus, ces micro-organismes, ces bactéries, ces parasites ont une extrême plasticité génétique, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'adapter à tout ce que l'on fait contre eux, contre notre système immunitaire, mais aussi les traitements de la médecine. Donc on observe des évolutions très rapides de virus comme le virus de la grippe, mais aussi des bactéries. Ceci est moins connu, mais il existe donc une évolution de notre microbiome, c'est-à-dire les bactéries qui sont présentes dans nos intestins. Alors, les bactéries ont justement développé des méthodes pour échapper aux antibiotiques, mais aussi au système immunitaire, par la formation de biofilms qui présentent beaucoup de micro-organismes associés, la présence de gènes de résistance aux antibiotiques qui peuvent se passer d'une bactérie à l'autre, même bactéries d'espèces très différentes. Et je vais vous montrer peut-être des nanostructures, des nanoformes qui vont garder l'information génétique de la bactérie, mais être pratiquement invisibles au système immunitaire et peut-être aussi au traitement. Il y a également le fait que ces bactéries, ces micro-organismes s'associent entre eux pour induire une maladie. Et par exemple, je vous donne l'exemple de la filariose, qui est un ver qui affecte beaucoup d'Africains et qui porte une bactérie toute petite à l'intérieur. C'est donc une sorte d'endosymbiose. Cette bactérie va aider le parasite, va augmenter sa virulence et inversement profiter du fait qu'elle est à l'intérieur donc d'un organisme plus supérieur à ces bactéries. Donc il faut penser qu'il y a dans nos maladies nouvelles souvent donc des associations. Il n'y a pas un seul facteur infectieux, une seule cause, mais des associations de plusieurs facteurs qui vont augmenter la virulence de la maladie. Et c'est le cas du sida, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, cette introduction montre que nous avons encore beaucoup à faire en médecine et qu'il faut donc pouvoir mettre au point des méthodes de détection ultra sensibles pour détecter ce qu'on peut appeler des infections froides, c'est-à-dire des infections qui ne donnent pas de fièvre, qui sont là pendant des années, des mois, des années dans la personne et qui finalement peuvent donner une maladie très grave. Et donc, nous avons consacré, mes collaborateurs et moi, la dizaine d'années précédentes à la détection de ces infections latentes dans les maladies chroniques importantes comme le sida, l'autisme, les cancers. Et je vais vous donner quelques résultats qui sont encourageants et qui supposent que le micro ne marche plus. S'il marche, maintenant il marche. Je vais vous donner des résultats, d'une part sur ces nouvelles technologies qui permettent de détecter ces infections latentes, et une de ces technologies est basée
des polymérases en chaîne qui amplifient des millions de fois une séquence d'ADN, à condition d'en connaître déjà un peu la séquence. Et donc, dans cette technique classique, on amplifie, après avoir ouvert la chaîne d'ADN à haute température, on amplifie donc une lecture par une polymérase spéciale à partir d'amorces dont on a déterminé les séquences qui vont se fixer sur cette partie de la séquence d'ADN à amplifier. Et ceci va être répété des dizaines de fois, et donc ceci aboutit à des millions d'amplifications d'une séquence d'ADN. Donc c'est un peu amplifier une aiguille dans une botte de foin pour la rendre absolument détectable. L'autre technologie est nouvelle, en ce sens qu'elle est dérivée des travaux de Jacques Bévédiste sur la transmission de signaux par des protéines. Nous nous sommes concentrés sur la séquence d'ADN et avons eu la surprise, il y a maintenant 9 ans, de voir qu'il y avait émission de signaux électromagnétiques au-dessus des bruits de fond, et ceci implique donc un nouveau concept qui est le fait qu'il y a donc transmission d'une information par des ondes, par un phénomène de résonance. Alors le système consiste à utiliser donc une bobine pour détecter un courant électrique, un champ électrique produit par des ondes électromagnétiques qui viennent de la suspension de l'eau qui est contenue dans l'échantillon, et ceci est ensuite amplifié et analysé par un logiciel spécial dans un ordinateur. Donc la surprise a été de voir que des filtrats de culture de bactéries qui pouvaient enlever toutes ces bactéries ou tous ces virus émettaient des signaux. Et la deuxième surprise, c'est qu'on a trouvé le même phénomène à partir du sang, du plasma, de personnes infectées par les mêmes agents. Alors ce schéma montre exactement ce qui se passe. Nous faisons des dilutions du plasma humain ou bien de l'ADN extrait de ce plasma à des quantités extrêmement faibles, de l'ordre du nanogramme par ml, par millilitre, et on s'aperçoit qu'à certaines dilutions assez hautes, il y a, par rapport à une excitation à faible fréquence, production de signaux de fréquence plus élevée, entre ici 10.8 et 10.13, et parfois on va jusqu'à -17. Et dans ces conditions, il n'y a plus d'ADN dans ces dilutions, il n'y a que de l'eau. Donc il faut admettre que ce sont des structures induites dans l'eau par cet ADN qui continue l'émission. Cette émission, on peut donc l'enregistrer, et on s'aperçoit qu'elle est similaire quel que soit l'ADN. Elle est similaire mais pas forcément identique, car nous avons pu montrer par la suite qu'il y a des signaux spécifiques dans cette émission qui vont porter la séquence de l'ADN. Alors, mais pour un test de diagnostic relativement simple, et de savoir oui ou non, est-ce qu'il y a dans le plasma un signal venant de l'ADN d'une bactérie, on mesure simplement l'augmentation d'amplitude par rapport au bruit de fond des signaux. Si on fait une analyse maintenant avec des logiciels, on peut détecter des pics de fréquences différents. À gauche, vous avez le bruit de fond. À droite, vous avez des fréquences plus importantes, de l'ordre de 1000 à 3000 Hz. Et je le répète, qui sont similaires, quel que soit l'ADN en question. Et je le répète aussi, si malgré ce phénomène visible, on a également des modulations qui sont très faibles et spécifiques, elles, de la séquence d'ADN.
Donc, dans cette technologie, on définit soit une augmentation d'amplitude qui peut être quantifiée, soit on regarde la transformation en fréquence plus élevée. À gauche, en haut, le bruit de fond, à droite, le changement de fréquence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je le répète, il faut diluer à certaines dilutions pour obtenir ces signaux. Vous voyez ici, en bas à droite, au début d'une émission positive, qui continue pour d'autres dilutions successives, et qui finalement s'arrête après une certaine dilution. Donc il faut à chaque fois faire une dilution complète jusqu'à 10-15 pour enregistrer donc les séquences positives. Nous avons montré que ces émissions sont faites par l'ADN de beaucoup de bactéries qui nous entourent, notamment des bactéries à potentiel pathogène. Je voudrais simplement vous montrer ici sur cette diapositive que la bactérie Borrelia burgdorferi, qui est l'agent de la maladie de Lyme, émet des signaux, et ces signaux sont détectés chez les patients, non seulement dans le cas de l'infection aiguë, mais aussi dans le cas de l'infection chronique par cet agent transmis par des tiques. Et je vais également signaler ici la bactérie Superella, qui est présente dans le sang des enfants autistes, alors qu'elle n'est pas présente dans le sang des enfants non atteints par cette maladie. Dans le cas des virus, également, nous trouvons des signaux induits par l'ADN du virus du sida, mais aussi par les virus de l'hépatite, peut-être aussi les virus de la grippe. Et dans certains cas, on a identifié les séquences qui émettent à partir de ces agents, notamment dans le cas du virus du sida. Alors, l'interprétation de cette technologie, c'est que prenons l'ADN, qui est normalement entouré des molécules d'eau, qui maintiennent sa structure endogéniste. Cet ADN va donc induire dans l'eau, dans le plasma de la personne, des pseudocristaux, et ces cristaux ne vont pas vibrer, ils vont simplement vibrer à plus haute dilution. Alors évidemment, c'est une explication assez simpliste, mais nous comptons sur nos collègues physiciens pour l'approfondir, et déjà des travaux effectués par nos collègues italiens, Emilio Del Giudice qui vient de disparaître à Milan, également Giuseppe Elitiello qui travaille à Salerne, nous explique que les molécules d'eau peuvent se constituer en domaine de cohérence quantique. C'est-à-dire que toutes ces molécules d'eau sont activées au niveau subatomique, sont activées de la même façon. Alors bien sûr, il reste à expliquer pourquoi ces molécules vont garder la mémoire de séquences d'ADN. Nous n'en sommes pas encore là, mais je répète, c'est un problème qui demande la collaboration à la fois de physiciens, de mathématiciens et de biologistes. Alors, en résumé, je vais vous montrer ce que nous avons obtenu plus récemment avec ces signaux. Donc, nous avons montré que c'est bien l'ADN qui a les signaux, qui sont produits par ces structures de l'eau, que nous supposons. Et que ces structures s'auto-entretiennent par la production de signaux électromagnétiques. Et qu'enfin, les nanostructures de l'eau et les signaux portent l'information spécifique de la séquence de l'ADN. Et ce que nous avons vu, c'est que la taille de ces structures varie suivant l'origine de micro-organisme. Pour le cas des bactéries, il semble que la taille de ces structures soit comprise
entre 20 et 100 nanomètres, ceci déterminé par des filtres adéquats. Si par contre elles viennent de virus, d'ADN viral ou petits virus, elles sont plus petites que 20 nanomètres. L'erreur ici, c'est pas 20 micromètres, c'est 20 nanomètres. Et des études récentes par la spectrométrie de proche infrarouge indiquent que, effectivement, les dilutions qui produisent les signaux montrent des changements de structure de l'eau. Donc pour l'instant, nous en tenons à cette hypothèse, ce sont des nanostructures aqueuses, c'est l'eau elle-même qui peut garder l'information. Alors voici deux expériences qui indiquent la transmission de ces informations soit par les nanostructures, soit par les signaux. Dans un premier temps, on donc utilise un tube qui va contenir une dilution d'ADN émettant des signaux. Ensuite, on va mettre à côté de ce tube un deuxième tube qui va contenir uniquement de l'eau. Donc voici le premier tube en haut, la dilution -6 qui émet des signaux. On va le placer côte à côte dans un tube d'eau, à côté d'un tube d'eau, dans une solénoïde, dans un enroulement de fil qui va transmettre un courant électrique qui va être induit par un générateur à une fréquence de 7 Hz. Donc, ces deux tubes vont être exposés à cette fréquence et on s'aperçoit que le tube d'eau va recevoir des ondes de tube d'ADN et transmettre à nouveau donc à ce tube d'eau la même capacité d'émettre des signaux, d'une part, et d'autre part de porter la séquence ADN. Alors ceci est fait par la PCR. Vous avez en haut donc l'analyse PCR à différentes dilutions. On voit donc une bande d'ADN. Là il s'agit de l'ADN du virus du sida, sa partie terminale. Et en bas, vous avez les dilutions d'ADN correspondantes obtenues dans le tube d'eau. On a donc transmis la même séquence d'ADN, et ceci est vérifié par le séquençage, bien entendu, pas seulement par la taille de la bande d'ADN. Nous avons donc transmis, et ceci a été répété des dizaines de fois, nous avons donc transmis la séquence d'ADN dans le tube d'eau par des ondes électromagnétiques. Alors la critique de ces expériences, c'est que vous pouvez contaminer, bien sûr, dans votre laboratoire, si vous travaillez pas très bien, et il va flotter des molécules d'ADN un peu partout dans le laboratoire. Je pense que nous avons eu la rigueur suffisante pour éliminer ceci, mais pour convaincre nos détracteurs, nous avons donc fait des expériences où les deux tubes ne sont pas séparés de quelques centimètres, mais sont présents dans des laboratoires différents, à plusieurs milliers de kilomètres. Donc là, ici, vous avez une transmission un peu similaire, c'est-à-dire vous avez donc de l'ADN, vous enregistrez les signaux venant de la dilution d'ADN, elles sont numérisées, digitalisées, et vous envoyez ce signal par Internet à des laboratoires extérieurs qui vont recevoir donc les signaux, les transformer en analogiques et utiliser le courant électrique modulé de ces signaux pour induire un champ magnétique modulé dans une bobine qui entoure un tube d'eau. Et la surprise, c'est que dans ce tube d'eau, si vous ajoutez tous les ingrédients nécessaires à la synthèse d'ADN, donc une réaction de polymérase en chaîne, vous obtenez à nouveau l'ADN. Donc cette expérience a été faite
avec des laboratoires italiens, un laboratoire allemand, et utilisant à la fois donc l'ADN d'une partie du virus du sida, Lébry aussi, qui a récemment s'est impliqué dans ces expériences, et d'autre part à Göttingen également en utilisant l'ADN de l'agent de la maladie d'Anne, Borrelia, d'Orphéon. Alors tout ceci est donc fait avec des contrôles, bien entendu, où l'eau elle-même, l'eau qui n'est pas informée ne donne rien, et seulement donc l'eau qui a reçu le signal d'information, soit filtrée, soit non filtrée, montre la bande caractéristique de l'ADN du virus du sida dans ce cas-là, l'ANPR, 194 paires de bases, et ici l'ADN de Borrelia burgdorferi, qui consiste en presque 400 paires de bases ici. Il y a plusieurs dilutions. Donc nous pensons, nous avons démontré que les structures de l'eau peuvent, et y compris donc chez les patients, peuvent transmettre une séquence d'ADN à distance. Et bien sûr la question est de savoir, est-ce que ceci joue un rôle dans nos maladies? Est-ce que ceci est simplement un artefact de notre laboratoire, ou bien effectivement, est-ce que ces nanostructures existent, déjà découvertes dans le plasma, bien sûr, mais qu'est-ce qu'elles font au niveau biologique? Alors vous avez ici un schéma, c'est une hypothèse, mais nous essayons actuellement, bien sûr, de la vérifier. En ce sens que, on prend un signal qui code pour une structure d'ADN, on l'induit dans l'eau, on utilise donc des nanostructures, les signaux sont répétés, et ces signaux sont mis en face d'une cellule. Qu'est-ce que va faire la cellule avec ces signaux? Eh bien, donc nous pensons qu'elle va faire ce qui est montré ici, mais c'est une hypothèse pour l'instant, c'est-à-dire que ces signaux vont être reconvertis en ADN par les enzymes de la cellule, notamment les polymérases cytoplasmiques, peut-être la polymérase mitochondriale, et ceci va donner donc des séquences d'ADN étrangères dans ces cellules, et vous pouvez très bien imaginer que ces séquences vont avoir un rôle pathogène, ou même paralyser par exemple le système immunitaire, paralyser les lymphocytes qui reçoivent ces séquences. Donc nous pensons que cette émission de signaux n'est pas seulement donc une découverte de laboratoire aidant au diagnostic d'infection extrêmement latente, extrêmement faible, mais qu'elle joue un rôle important, peut-être même crucial, dans le maintien des germes dans les maladies chroniques et contribue donc à leur rôle pathogène. Si ceci est vrai, vous voyez que ceci transforme la médecine, en ce sens que non seulement donc, nous avons des méthodes de diagnostic très sensibles, mais nous avons aussi des approches thérapeutiques tout à fait nouvelles, parce qu'on peut jouer avec les ondes. On peut les modifier, on peut changer la phase, on peut neutraliser ces ondes et peut-être donc arriver, en conjonction bien sûr avec des traitements plus classiques, on peut arriver peut-être à éradiquer des affections chroniques. En tout cas, c'est l'espoir que nous poursuivons et que nous essaierons de transformer en vérité dans les prochaines années. Alors, les applications de ces technologies, je vous ai parlé des maladies chroniques, mais il y a également des applications dans les maladies aiguës, car on s'aperçoit par exemple que dans des opérations chirurgicales qui durent très longtemps, notamment les circulations extracorporelles nécessitées par les opérations intracardiaques, vous avez passage de bactéries, probablement d'origine intestinale, dans le sang, à la suite de ces opérations, dans les heures qui suivent l'opération.
nous les détectons donc par des signaux électromagnétiques. Et donc ceci peut aider à disons, des interventions thérapeutiques, traitements par antibiotiques, évitant par exemple l'apparition d'une maladie nosocomiale chez ces patients. Il y a également la sécurité des transfusions sanguines, puisqu'on peut détecter par la technique des signaux des micro-organismes encore inconnus, dont on ne connaît pas les séquences, et ceci peut être aussi important. Je voudrais maintenant terminer par deux applications plus pratiques, si on peut dire, enfin plus développées en tout cas. C'est le sida et l'autisme. Dans l'autisme, dans le sida, nous avons deux grands problèmes actuellement, qui est l'identification d'un ADN réservoir de virus qui persiste sous trithérapie. Et en fait, nous avons eu la surprise de voir que dans le cas du sida, nous avions davantage de signaux chez les patients bien traités par la trithérapie, donc ils n'ont plus d'ARN viral détectable dans leur sang, et qui ont donc toujours cet ADN réservoir qui est là et qui va repartir à la multiplication du virus dès qu'on arrête la trithérapie. Nous avons donc eu la surprise de voir que ces patients, leur plasma, émettaient des signaux, et notamment des signaux plus petits que un nanomètre, des nanostructures plus petites que un nanomètre, qui correspondent donc à l'origine virale. Et aussi, nous avons détecté un autre type de signal, apparemment à partir de structures plus larges, qui sont filtrées à 20 nanomètres mais passent à 100 nanomètres, et ceci suggère qu'il y a une origine bactérienne. Alors, cette origine bactérienne, elle est surtout présente, non pas dans le plasma, mais dans les globules rouges de ces patients. Et je vous montre ici une expérience où on a donc dilué l'ADN du plasma, l'ADN également extrait des globules rouges, à différentes dilutions, et obtenu donc des pics de signaux à certaines dilutions, entre moins 4 et moins 7. Et ceci est sensible à des traitements immunostimulants à base d'extraits naturels de plantes et suggère donc qu'on peut attaquer peut-être le réservoir d'ADN viral en plus de la trithérapie par ces traitements. Là, c'est également l'ADN de bactéries produit par le plasma, mais aussi dans les globules rouges que nous détectons et nous diminuons par un traitement de plusieurs mois par ces traitements d'origine naturelle. Alors donc nous faisons face ici, dans le cas du sida, à un cofacteur bactérien qui est toujours associé au virus et qui est proche d'Ericlexie par son ADN, sensible aux antibiotiques, que l'on parfois on peut distinguer peut-être en microscopie électronique, et qui est donc associé aux cellules rouges, ce qui est une surprise, puisque normalement il n'y a pas d'ADN dans les cellules rouges. Eh bien, on voit ces structures dans une coupe en microscopie électronique d'un globule rouge. Donc, ceci suggère que l'on peut attaquer le sida à la fois sur son virus et peut-être sur son cofacteur, en pensant que peut-être le cofacteur joue un rôle important dans la maladie, par exemple en créant un stress oxydant qui lui-même est nécessaire à l'activation des cellules cibles du virus. Et le virus a donc besoin de cette activation pour se multiplier. Alors la surprise également a été que l'ADN de cet agent microbien contient également des structures d'ADN d'origine humaine. Et on se demande comment elles sont venues là et à quoi elles servent. Donc le problème n'est toujours pas complètement résolu, mais nous avons peut-être quand même déjà une approche pratique de thérapeutique complémentaire au traitement par la trithérapie. Donc, actuellement, notre conclusion provisoire, c'est que
il y a des facteurs de risque chez les patients. Chez des personnes africaines, notamment, qui ne sont pas infectées par le virus sida, on trouve également ce cofacteur bactérien. Et donc, l'idée est de supprimer ce cofacteur par des traitements antibiotiques prolongés, associés peut-être à des extraits de plantes, immunostimulants, pour en débarrasser les personnes à risque, et bien sûr débarrasser aussi des personnes déjà infectées par le virus. Donc voici la conclusion provisoire. Il y a un variant qui porte des séquences d'ADN d'origine humaine chez tous les patients infectés par le virus et aussi chez certaines personnes africaines qui sont négatives pour le virus. Ceci nous amène à penser également que l'origine des signaux n'est pas forcément dépendante de séquences d'origine microbienne, que même des séquences humaines peuvent émettre des signaux, et peut-être ceci est lié à leur modification par l'exposition à des radicaux libres, par le stress oxydant. Alors ceci est intéressant parce que vous avez entendu parler de l'épigénétique, sur le fait qu'on peut transmettre des modifications de l'ADN qui ne sont pas des mutations dans plusieurs générations successives, à partir d'une touche initiale de l'ADN de la première génération. On peut se demander donc si les nanostructures et les signaux émis par cet ADN ne sont pas un vecteur de transmission de ces modifications épigénétiques. Pour terminer, et de façon plus courte, je vais vous parler de l'autisme. L'autisme, c'est une maladie de plus en plus répandue chez les enfants jeunes et qui est quelque chose de terrible pour l'enfant et pour les parents, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dissociation du comportement social et psychologique de l'enfant. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une maladie qui a été découverte par un psychiatre et surtout traitée par des psychiatres ou des psychanalystes. Et nous pensons, quand je dis nous, c'est un groupe de cliniciens avec lesquels nous travaillons, nous pensons qu'il y a des facteurs organiques dans l'autisme et que notamment, ceci est basé sur des observations, nous avons un changement de passage, la capacité de passage entre l'intestin et le sang, notamment de bactéries, et qu'il y a aussi un passage entre le sang et le cerveau, la barrière hémato-encéphalique étant plus perméable. Alors ceci est basé sur deux observations. D'une part, les signaux électromagnétiques. Donc là, je vous montre l'évolution, le plasma d'un enfant autiste. Ça, c'est l'évolution suivant le tête de fond. Vous voyez à nouveau apparaître ici, à droite, en bas, les plus grandes fréquences liées à ces nouveaux signaux qui apparaissent. D'une part. Et d'autre part, nous avons amélioré une technologie plus classique qui démontre qu'il y a un groupe de bactéries assez spécifique qui va passer de l'intestin à l'enfant autiste. Ces bactéries ont été identifiées par le groupe de Jan Lipkin à l'Université Columbia à New York. Ils ont donc trouvé une plus grande fréquence de ces bactéries chez des enfants autistes qui souffraient de troubles digestifs. Ils ont fait des biopsies de l'iléum et trouvé effectivement en plus grand nombre cette bactérie. Ils ont fait des tests, ils ont fait la séquence bien sûr, et ils ont pu donc développer des tests de détection par PCR, et nous avons appliqué ces tests en les améliorant, en augmentant la sensibilité à l'étude d'un corps d'enfant autiste. Ceci, c'est la publication originale du groupe de Lipkin. Et voilà ce que nous obtenons donc avec cette PCR.
on trouve une bande spécifique. Donc, tous les enfants autistes, tous, pour plus de 80%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut diminuer cette infection par des traitements antibiotiques, mais ne pas la supprimer malheureusement. Donc nous avons actuellement près de 150 enfants autistes qui ont été étudiés. Sur ces 150 enfants autistes, 82% ont une PCR positive pour ce groupe de bactéries, Suterella, et 85% émettent des signaux électromagnétiques d'origine bactérienne. Donc nous pensons que la majorité de ces signaux provient effectivement de ce groupe de bactéries. Et ceci comparé donc aux enfants, à des enfants en bonne santé, où là au contraire, moins de 3% ont des signaux et moins de 10% des PCR positifs pour Suterella. Un contrôle avec la PCR de Borrelia montre que, par contre, les différences ne sont pas significatives chez deux groupes d'enfants. Donc, nous avons ici un exemple, par exemple, d'un enfant qui a été traité par antibiotiques, et on voit une diminution des signaux électromagnétiques, de leur intensité, et après on obtient un palier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disparition totale des signaux. On peut encore les faire diminuer par un autre antibiotique, mais je répète, on n'élimine pas totalement pour l'instant par ces traitements antibiotiques à la fois la présence des signaux et la positivité de la PCR. Et vous voyez qu'on a quand même maintenant des moyens de laboratoire pour suivre un traitement. Bien sûr, nous sommes au début. Actuellement, cette expérience qui a été faite est remplacée par des combinaisons thérapeutiques plus complexes où on ajoute aux antibiotiques des antiparasitaires, des antioxydants et aussi des stimulants du système immunitaire. Car nous pensons qu'aucun antibiotique par lui-même ne va éliminer une maladie, mais favoriser quand même une attaque du système immunitaire à condition qu'on stimule également, qu'on finisse le travail d'éradication par le système immunitaire. Donc il y a un espoir assez important, je crois. Et ce que nous espérons, c'est aussi appliquer cette approche à d'autres maladies neurodégénératives, à des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, par certaines scléroses en plaques également. Et dans cette approche, je crois que la slide, la diapositive n'est pas complète ici, elle a été modifiée, mais enfin elle montre normalement une évolution prévisible d'une maladie neurodégénérative. Vous avez d'abord, bien sûr, des facteurs d'environnement, des facteurs de prédisposition génétique qui agissent sur le système immunitaire et qui entraînent une immunosuppression, qui favorise la prolifération d'agents de micro-organismes, notamment bactériens, le passage à partir de la muqueuse intestinale. Et donc toute cette phase va être réversible si vous traitez correctement. On peut imaginer qu'on va arrêter l'évolution, même repartir vers un état normal. Si par contre on n'arrive pas, à ce moment-là, on évolue toujours vers une action du stress oxydant qui va entraîner des mutations somatiques et même un effet prion à la fin. Et ces phases sont irréversibles. D'où l'importance donc pour la prévention des maladies neurodégénératives de diagnostiquer de façon précoce, peut-être grâce à nos technologies, et de les traiter avant qu'elles évoluent vers une phase irréversible. Et bien sûr, la même chose peut s'appliquer à certains cancers où on montre également qu'il y a des facteurs bactériens ou viraux impliqués. Bien sûr, on ne va pas guérir toutes les maladies de cette façon, mais je pense quand même que nous tenons quelque chose qu'il faut développer
Et donc, nous espérons le faire dans des, on peut dire, des conditions d'accueil favorables, et nous espérons peut-être qu'elles sont le cas ici à Cosigny. Thank you. Merci beaucoup. Grazie professore, intanto mi permetto di integrare i saluti istituzionali del Presidente ad autorità istituzionali che sono giunte in corso di conferenza, il Presidente del Consiglio Vincenzo Nivo, che saluto con affetto, il consigliere Regione Salpusco e il consigliere Cotugno. Mi segnalavano anche la presenza del vicepresidente della Giunta, quindi anche il governo regionale, il dottor Pietraroia, che forse è dovuto andare via per qualche emergenza istituzionale. Grazie, un segnale di attenzione che ci fa estremamente piacere, ma soprattutto vorrei ringraziare il professor Montagnier per questa straordinaria illustrazione, per questo intervento eccellente, eccezionale, e soprattutto per l'onore che ha dato alla nostra regione, alla nostra comunità, ma penso che aver raccolto il nostro invito alla fine avrà potuto anche constatare che ne valeva la pena, perché l'entusiasmo con il quale è stato accolto, ma soprattutto l'entusiasmo della nostra comunità scientifica è un segnale di attenzione per la ricerca, è un segnale di attenzione importante per le cose belle che si vorranno fare. A questo proposito vorrei soprattutto ringraziarlo e anche comunicare ai presenti qual è l'obiettivo anche di questa presenza eccellente. Saluto anche il sindaco di Sernia, amico Gigi Brasilo, che è appena arrivato, ed è quello di realizzare una fondazione appunto dedicata a nome del professor Montagnier qui a Cosigny. L'obiettivo è quello, in questa piccola terra, di creare un grande progetto, di creare una grande iniziativa, un'iniziativa internazionale, straordinaria, sovvertendo anche un po' quella che è la tendenza generale di chiedere prima qualcosa per poi avere qualcos'altro in cambio. Noi invece come Neromed vogliamo ragionare al contrario, offriamo disponibilità, finanziamo un progetto, e se saremo bravi, e con la presenza del professore non potrà essere sicuramente che un grandissimo successo, bene, allora probabilmente arriveranno anche i finanziamenti che andremo a cogliere lì dove è possibile prenderli, a livello internazionale. Quindi ci confronteremo, ma con la qualità dell'offerta, con la qualità della ricerca di altissimo livello e di altissimo profilo. Quindi grazie professore, qui lei oggi è a casa sua e ci ha onorato, ci ha dato ulteriore entusiasmo e ci ha dato soprattutto la conferma che vale la pena ancora di credere in progetti ambiziosi. Noi ci crediamo ancora e crediamo che sia possibile ancora fare qualcosa per la collettività. Che si possono misurare, quantifier, et quantificare. ces ondes donc permettent à la fois un diagnostic de traces des agents infectieux comme les bactéries E che quindi permettono previsioni. et probablement dans l'avenir, je dis dans l'avenir, pas maintenant, permettront de faire de nouvelles thérapeutiques.